parcours, c'est un parcours universitaire, donc licence maîtrise EA à l'université de Lille, suivi d'un DESS de réseau câblé en 1986, donc en plein milieu du plan câble, hein, où on commençait à voir l'industrialisation de la fibre optique, mais également les différentes problématiques que ça induisait, notamment en termes de qualité de composants, les composants optiques et les composants RF qui étaient montés devant. L'optique avait une maturité qui lui permettait d'être déployée sur le terrain, mais à l'époque, il y avait une seule porteuse par fibre, c'était quand même du gâchis par rapport à maintenant, et tous les composants arrivaient en limite. L'ASGA, enfin l'arséniure de gallium et le silicium arrivaient à leur limite de vitesse, l'optique arrivait à leur limite de qualité de composants. Étant ingénieur chez Alcatel, il fallait introduire une nouvelle technologie qui permette de relaxer un peu toutes ces contraintes pour permettre de continuer à évoluer. Donc c'est un peu ce qui a poussé l'idée de mettre en œuvre les codes correcteurs d'erreur afin de libérer les contraintes sur les composants. Et donc l'introduction de ce traitement de signal, hein, qui consistait en rajoutant une partie d'information qui allait permettre de détecter et de corriger les erreurs. C'est ce qui a lancé le pas en avant qui est arrivé jusque dans la fin des années 90 pour bâtir ce qu'on appelait à l'époque les autoroutes de l'information, c'est-à-dire on a commencé à voir la fibre optique non plus comme un tuyau, je dirais, où on peut emmener quelque chose à l'autre bout, mais comme un milieu qui avait une bande passante et qu'on pouvait, à la limite, occuper toute la bande passante si on arrivait à trouver les moyens de modulation de le faire. L'utilisation des codes correcteurs d'erreur a été rapidement adoptée par tout le monde, en fait, et c'est ce qui a amené la normalisation de ce qu'on appelle l'OTN, Optical Transport Network, par la norme G975 dans un premier temps et G709 par la suite. Tout le monde s'est approprié cette technologie. Il a fallu, en partant d'une technologie qui maintenant est normalisée, continuer de trouver des différenciateurs pour continuer d'exister et de pouvoir continuer à intéresser les clients. Et donc c'est comme ça qu'Equinops a démarré dans le métier du transport optique. Dès l'origine d'Equinops, en fait, on a décidé de faire une espèce de synthèse. La synthèse, ça a été de garder quand même tout l'aspect documentation et management de la qualité tel qu'il était fait dans les grandes entreprises et de flexibiliser la partie réalisation, plutôt la partie labo, c'est-à-dire d'intégrer un peu plus profondément les différentes disciplines qui étaient mises en œuvre dans nos équipements, c'est-à-dire le hardware, l'optique, le software. On considérait que tout ça pouvait cohabiter au sein du même laboratoire. L'histoire allait faire que tout ça allait se mixer, et c'est un peu ce qu'on voit maintenant. Donc on a des DSP qui intègrent des microcontrôleurs, qui ont du soft qui tourne, qui ont également des traitements de signaux qui n'ont à voir qu'avec l'optique. Tout ça a réussi à fonctionner très bien ensemble, à condition d'avoir une structure qui effectivement appréhende la totalité des fonctions au même niveau. Il y a des aspects marché qui font qu'on est amené de temps en temps à s'approprier de la valeur ajoutée, notamment quand on a fait le choix de partir sur le développement en interne des interfaces à 100 Go et au-dessus, c'est-à-dire vraiment maîtriser la mise en œuvre de gros traitements de signaux, des mises en route de modulation optique complexes, hein, qui imposent des tas d'asservissements sur les têtes optiques, aussi bien émission que réception. Donc, tout ce travail-là, on décide de le faire puisque on juge que la technologie qu'on va mettre en œuvre est suffisamment pérenne pour investir pour un certain nombre d'années, hein. Également, ça donne une indépendance financière puisque si vous achetez le module tout fait à des fournisseurs d'optiques pluggables, vous abandonnez un peu la valeur ajoutée de votre système à ces gens-là, et donc vous abandonnez également, pour parler un peu plus commercialement, vous abandonnez la marge à ces gens-là. Donc vous ne pouvez pas répercuter les mêmes niveaux de marge quand vous achetez un composant à l'extérieur ou quand vous développez la technologie vous-même en interne.